Bienvenue dans cet épisode droit de réponse. Aujourd'hui, on va parler des dérives des coachs en PNL. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, donc je vais le laisser se présenter et après, on commence tout de suite après. Bonjour, bonjour. Alors moi c'est Michel Wozniak. Alors que dire? Initialement en fait j'ai passé 13 ans dans l'industrie. J'ai passé 13 ans à travailler dans des projets intercontinentaux et notamment dans des algorithmes un peu complexes qu'aujourd'hui on pourrait appeler de l'intelligence artificielle, mais bon c'était il y a quelques années et c'est vrai que voilà ça se développe maintenant essentiellement. Et suite à ça, j'ai fait un assez violent burn-out où en fait, concrètement, on m'a dit que je pourrais plus jamais reprendre mon poste et cetera et cetera, enfin le truc standard et moi ça m'a pas convenu. Ça m'a pas convenu donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir en fait 2 personnes qui pour moi étaient les références mondiales qui pourraient m'aider. En l'occurrence, il y avait le professeur Tony Buzan qui est l'inventeur des cartes mentales, du mind mapping pour ceux et celles qui connaissent. Également le créateur des championnats du monde de mémoire, et cetera. Donc c'était lui la première personne et puis je suis également allé voir, Richard Bandler qui est le co-créateur de la PNL, donc de la programmation neurolinguistique. Alors pour ceux et celles qui connaissent pas, on peut la décrire en une phrase, c'est l'étude des comportements à succès. Donc l'idée pour moi, ça a été de réapprendre à fonctionner, réapprendre à vivre et j'en avais besoin parce que vraiment, j'étais tombé suffisamment bas pour ne même plus savoir, gérer mes émotions, plus rien du tout en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis formateur pour, Tony Buzan et pour Richard Bandler. Je me suis beaucoup spécialisé dans leurs 2 approches. Je vais régulièrement également, de nouveau chez Richard Bandler pour me former encore plus et encore plus et toujours plus. Et là, notamment, je suis en train de commencer à connecter tout ce que je sais sur le fonctionnement humain avec, tout le bagage que j'avais en intelligence artificielle. Et là, en l'occurrence, je suis en train de faire un MBA, donc un Masters of Business Administration en intelligence artificielle, pour vraiment commencer à connecter tous ces pans de connaissances et de fonctionnement de l'être humain, en fait. Ok, magnifique. Faut rappeler bien, je reprécise parce que tu l'as déjà dit, mais je le reprécise. Richard Bandler, c'est l'inventeur, un des cofondateurs Ouais. de la PNL. Donc, tu t'es formé Mmh. directement à la source. Aujourd'hui, tu Voilà. as également des écoles de PNL. Oui, bien sûr. L'idée, c'est que pour moi, il y avait tellement d'écoles au moment où j'ai voulu m'intéresser à l'approche. Il y avait des centaines, littéralement des centaines d'écoles. Et je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui va faire la différence d'une école à l'autre?» Pour moi, c'est tout simplement de me dire que, celle qui pour moi était la meilleure, c'est celle qui était la plus proche de la source, donc en gros du créateur du truc. Parce que je me dis que si un gars en début de vingtaine a eu l'intelligence de créer un truc qui aujourd'hui est utilisé dans le monde entier, utilisé par les marketeurs, par des psys, par des profs, par vraiment tout type de personnes, je veux dire, c'est la personne la plus apte à faire évoluer l'approche de la meilleure manière. Donc pour moi, je me suis dit: «Je vais m'accrocher, comme une sangsue là, je vais aller puiser tout ce que je peux» et puis, voilà donc pour ça que je m'intéresse qu'à la PNL vraiment du créateur de l'approche. Ok. Moi, il y a un truc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mmh. Pour toi, quelles sont les caractéristiques d'un bon coach en PNL? Alors, déjà, faut définir aussi ce que c'est le coaching parce qu'aujourd'hui, on voit des coachs partout. Ça foisonne de partout entre les coachs sportifs,
coachs en apprentissage, les love coach, les coachs professionnels, etc. Aujourd'hui, comme c'est un métier qui n'est pas forcément réglementé, alors il l'est un peu puisqu'il y a déjà le législateur qui a mis en place notamment des certifications comme le RNCP niveau 1. Moi, j'ai suivi une formation complète RNCP niveau 1. C'est en gros l'équivalent d'un master en coaching. Mais derrière, en fait, tout le monde peut se dire coach. Et quelquefois, quand on voit comment fonctionnent ces personnes, on se rend compte que c'est tout sauf du coaching. En fait, déjà, juste, il faut comprendre une différence. La différence entre un coach et un consultant, c'est que le consultant est là pour donner des conseils. Le coach ne doit jamais donner de conseils. Un coach, il est là pour te faire réfléchir. Il est là pour te poser les questions que tu ne t'es jamais posées et les questions qu'on t'a jamais posées pour que toi, tu fasses tout un cheminement pour arriver à ta solution. C'est pour ça que le métier est souvent mal compris parce qu'on se dit, bah oui, mais si tu ne me donnes pas de conseils, ça vaut rien ce que tu fais. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse parce que finalement, le coach est vraiment là pour lancer la machine, pour démarrer la machine chez la personne. Et maintenant, pourquoi coach PNL? Parce que bah, tout simplement, le coaching est né sur la base des techniques de PNL. Moi, dans la formation que j'ai suivie en France, donc de niveau master, allez, 80%, c'était des techniques de PNL en fait qui étaient dedans. Donc effectivement, à partir de là aussi, je me suis dit, du fait que le coaching se base sur la PNL, eh bien, si je veux vraiment transmettre le coaching et utiliser le coaching, bah, je vais utiliser le coaching tel que le voit Richard Bandler, justement, qui est qui est bien à l'inventeur. l'origine de tout ça. Ouais. Ok. Euh, Aujourd'hui, comme tu l'as spécifié, il y a beaucoup de gens, il y a énormément de coachs, il y a beaucoup de personnes qui se disent coach et tout ça. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à faire du coaching? Est-ce que c'est l'appât du gain, c'est de devenir indépendant financièrement ou bien c'est par passion? Je pense qu'au début, il y a l'idée de l'appât du gain parce qu'effectivement, quand on voit les montants, par exemple, qu'on peut générer en travaillant, en faisant du coaching en entreprise, c'est très alléchant. Le problème, c'est que la plupart des coachs n'arrivent pas à vivre de leur activité, ça faut le savoir. Une grande majorité des coachs n'arrivent pas à vivre de leur activité. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la demande est certes importante, mais il y a tout ce qui se passe en surface, il y a tout ce qui se passe en réalité en profondeur. C'est comme dans le marché du travail. Dans le marché du travail, il y a toutes les annonces qu'on peut trouver sur les petites annonces, dans les journaux, sur monster.com. Il y a plein de trucs qu'on peut trouver là-dedans, mais souvent, on sait que ces postes-là, bah, c'est des postes moyens. Voilà. Les vrais postes intéressants, ceux-là, ils ne sont pas dans les petites annonces. Ils passent par bouche à oreille, ils passent par des réseaux privés, par des réseaux d'entrepreneurs. Et le coaching, c'est exactement pareil. Euh, je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, je reçois très régulièrement des pubs LinkedIn de coachs qui disent, voilà, je vais changer ta vie, viens chez moi, etc. Euh, Pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils galèrent à trouver du monde. Ils galèrent tout simplement à trouver du monde. On a même l'impression des Euh, fois que c'est de la magie. Viens et ta vie ouais, va changer du jour au lendemain. Euh, ouais. et je pense que déjà, ça, c'est un problème. Et ça va en venir à ma prochaine question Mmh. parce que beaucoup ne se sont pas formés forcément ou bien ont lu quelques livres ou se sont documentés sur ce métier-là et le font à leur sauce. Donc, moi, c'est Mmh. une question que j'ai envie de te poser. Est-ce qu'on peut devenir coach juste en lisant des livres et en se documentant? Alors, pour moi, non. Après, certains diront oui. Moi, je dis non et je vais un peu expliquer pourquoi. Parce que à la base, le coaching, c'est pas un ensemble de connaissances ou de compétences, c'est une attitude. Et le plus difficile dans le coaching, c'est de développer l'attitude de coach. Parce qu'on va très fréquemment avoir des mauvais réflexes, justement, de donner des conseils ou de juger. Par exemple, tu as un chef d'entreprise qui fait manifestement un truc que toi, tu ne ferais pas, qui te paraît totalement illogique. Il te raconte le truc et toi, tu vas faire des réactions automatiques, inconscientes en fait. Mais ces trucs-là, c'est un jugement. C'est-à-dire que là, la personne, si elle te raconte ce qu'elle a fait et que toi, tu as une réaction comme ça, tu sais déjà que la personne, elle va se fermer par rapport à toi. Donc, et tout ça, ça ne s'apprend pas dans des bouquins. Tout ça, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend en se confrontant à des situations. Donc, non, pour moi, clairement, le coaching ne s'apprend pas dans des bouquins. Tu ne peux pas. C'est une approche humaine. C'est comme si maintenant tu voulais apprendre la chirurgie dans des bouquins.
Je vais apprendre, tiens, à faire une chirurgie cardiaque en lisant des bouquins. Je voudrais pas être le patient, quoi, voilà. C'est impossible. C'est Ouais, et c'est vrai dans presque tous les trucs qui sont à caractère humain. On peut pas apprendre la psycho dans des bouquins. Je veux dire, à un moment donné, tu es obligé d'être confronté à des personnes. C'est pour ça, il y a toujours des stages pratiques. Il faut être confronté, parce que quand on est confronté, on se retrouve face à nos limites. Et le truc, c'est qu'il vaut mieux se retrouver face à nos limites en formation avec un formateur aguerri, plutôt que devant un client et à faire après n'importe quoi. Donc voilà, pour moi, non, c'est pas possible. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode de devenir coach? Est-ce que c'est devenu une mode? Est-ce que justement, le fait qu'il y a autant de coachs, ça peut salir cette profession, cette Ah magnifique profession? ah bah, totalement, totalement, et c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'il y en a tellement et ça pullule tellement que, bah, au final, ça perd en fait tout son intérêt. Alors vraiment, de nouveau, j'insiste sur ces 2 strates, on va dire la strate de surface et la strate en profondeur. Moi concrètement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de pub pour mon coaching. Pourtant, je suis plein quoi, je suis complet. Mais à chaque fois, c'est du bouche à oreille. À chaque fois, en fait, c'est une personne qui a suivi le coaching, qui en parle autour d'elle et qui finalement ne va pas dire en théorie: «Voilà ce que ça peut apporter», mais dit: «Voilà ce que moi ça m'a apporté». Et résultat, derrière, les gens, bah, ils le suivent, ils sont intéressés, ils veulent la même chose. Hem, donc vraiment, oui, c'est un effet de mode. Ça fait classe aujourd'hui de dire qu'on est coach, quoique ça dépend vraiment encore à quel niveau et dans quel domaine. Mais ouais, il y a un effet de mode et puis souvent les gens, ils se disent: «Ben, tiens, j'ai plus envie de faire telle ou telle activité, je veux devenir coach dans cette activité». En fait, ce qu'ils font, c'est pas du coaching, c'est du consulting la plupart du temps. Ok. Un truc que vous avez dit juste avant, c'est que ce métier n'est pas reconnu par l'État français. Déjà, pourquoi il n'est pas reconnu? Et est-ce qu'il faut qu'il soit reconnu pour que les règles soient plus strictes, plus contrôlées? Alors déjà plusieurs choses. Pas reconnu, oui et non, parce que concrètement, il y a effectivement une formation aujourd'hui qui est, enfin, une branche du système de formation qui reconnaît en fait le coaching. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, effectivement, c'est difficile de reconnaître et de faire reconnaître une approche où effectivement, il n'y a pas un apport en connaissances. D'accord? Parce que si maintenant tu veux apprendre l'informatique, tu peux facilement évaluer en fait ta capacité à faire de l'informatique. Dans le coaching, quand on dit qu'effectivement le coach n'est pas là pour donner des conseils, mais juste pour poser des questions, comment est-ce que tu évalues ça? C'est super dur, extrêmement dur. Et c'est ça qui va faire toute la différence entre un bon coach et un mauvais coach. Tu peux avoir 2 personnes qui suivent la même formation, un va être excellent, l'autre va être absolument nul. Bah, la différence, c'est tout simplement qu'on n'est plus au niveau des connaissances ou alors du savoir, on est vraiment au niveau de l'attitude. Et ça, bah, c'est extrêmement dur à qualifier, c'est extrêmement dur à quantifier, en fait. Donc, donc oui, c'est reconnu et en même temps ça l'est pas. Après, il y a des fédérations qui cherchent vraiment à cadrer tout le métier. Bah, il y a le MCC, par exemple, que j'ai beaucoup suivi quand j'étais en France, que maintenant je suis plus en France. Mais le MCC fait un boulot absolument génial dans ce domaine. Hem, mais derrière, effectivement, le vrai problème qu'il y a derrière le fait de reconnaître quelque chose, c'est que pour qu'un cursus soit reconnu, il faut qu'il y ait derrière une sorte de curriculum très théorique. Et c'est pour ça, la plupart des formations reconnues, on te donne un pavé de 300 ou 400 pages qui a du cours avec du pur blabla, de la pure théorie. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as lu tout ça, ben, si on doit te confronter à des clients, tu es un petit peu, tu sais pas trop quoi faire. Moi, ça, c'était le problème que j'ai eu en France, c'est qu'à la suite de ma formation, si on m'avait demandé: «OK, demain, tu as des clients, est-ce que tu peux gérer?» Moi, ben, je sais pas, j'en sais rien, je crois pas. Je sais pas D'ailleurs, par où passer. ça s'en vient à ma prochaine question. Mmh. En France, on peut trouver des formations de maître PNL. Maître PNL, c'est quand même quelque chose de fort que tu peux effectuer en 3 semaines. Est-ce que tu ne penses pas que c'est trop court pour devenir maître PNL? Parce que c'est quand même un métier assez fort. Euh, Quand, par exemple, je vais prendre un autre exemple de métier qui n'est pas forcément reconnu, c'est la naturopathie. Les formations peuvent durer jusqu'à 3 ans.
Mmh. Et là, ça prend quand même, ça prend que 3 semaines. Donc, est-ce que c'est pas trop court pour devenir maître PNL? Alors, si tu fais de la vraie PNL, la PNL telle qu'elle a été créée, pas du tout, c'est absolument suffisant. C'est-à-dire que dans le cursus officiel Bandler, tu as un praticien qui se fait sur 8 ou 9 jours et un maître praticien sur 9 jours. Ça fait un total de 18. Après, tu peux rajouter la couche coaching. Mais le problème, en fait, c'est que la PNL a été dénaturée pendant toutes ces années. C'est-à-dire qu'on a commencé à rajouter dans la PNL des trucs qui ne sont pas de la PNL. Par exemple, il y a beaucoup de formations, on te met de la psychopathologie. Le truc, et ça tu vas regarder sur le site internet de Richard Bandler, le premier article qui est publié s'appelle «La PNL n'est pas de la thérapie». Et donc, c'est des approches qui n'ont rien à voir avec ça. La PNL, c'est de la stratégie. On n'est pas censé faire de la thérapie avec de la PNL. C'est pas du tout l'objectif. D'accord? Donc là, quand tu parles de stratégie, il va falloir intégrer cette capacité à pouvoir extraire les stratégies des gens. Et je veux dire, la meilleure manière de savoir si tu y es arrivé, c'est est-ce que toi-même, tu arrives à faire des choses exceptionnelles? Moi, je vois beaucoup de formateurs, quand je leur demande, OK, dans la PNL, on parle de modélisation, de reproduire des compétences à succès. Lesquelles est-ce que toi, tu as reproduit? Et la plupart du temps, la réponse, même les plus grands formateurs de France, hein, c'est voilà, c'est ça. Ils en ont pas fait. Moi, de mon côté, ce que j'avais vraiment voulu au début, avant de transmettre la PNL, c'était de prouver que ça marche. C'est comme ça qu'en 2016, je suis passé 3e mondial en lecture rapide. C'est comme ça que je me suis dit: «Ben, tiens, je trouve super intéressant les gens qui ont réussi à se faire décorer, voilà, comme Légion d'honneur ou autre». Ben, voilà, en 3 mois, j'ai réussi à me faire décorer par le prince Kaspersky, heu, avec Tony Buzan. On était tous les 2, on était décorés en même temps, quoi. D'accord? Donc, après, j'ai encore, testé l'apprentissage de langue. Je me suis dit: «Voilà, vu que c'est de la stratégie, il doit y avoir des stratégies pour apprendre une langue vite». Donc effectivement, j'ai appris des langues en un temps extrêmement court et ça fait qu'aujourd'hui, quand je te parle de stratégie ou de trucs, je sais exactement de quoi je parle. C'est des trucs que j'ai mis en place, c'est des trucs que je sais exactement comment mettre en place. Et je pense que le secret, il est là. C'est-à-dire que, non, tu peux apprendre la PNL comme le propose Bandler en 18 jours, à condition que tu ne pollues pas avec plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la PNL. Parce que En si tu gros, commences à rajouter plein de saloperies autour, bah, automatiquement derrière tu n'as pas le temps d'aller à l'essentiel. ouais, en gros, c'est rester sur la PNL et focus dessus, et Ouais. pas le mélanger avec d'autres branches de métier. Après, si effectivement, pour des médecins, effectivement, rajouter des modules complémentaires en psychopathologie pour faire des trucs, ouais, très bien, mais à la base, c'est pas de la PNL. OK. Moi, j'ai une question qui est très importante aussi, c'est Mmh. est-ce que n'importe qui peut créer son école et fournir des certifications? Alors malheureusement, oui, n'importe qui peut créer une école. Même moi maintenant, si je veux, là, je pourrais créer une école et puis donner des certifications dans tout plein d'approches, en fait, auxquelles je suis même pas formé. Pourquoi? Parce que il y a rien de reconnu. La seule exception, c'est que par justement et heureusement, c'est par exemple pour les formations Bandler. Les formations Bandler, pour pouvoir donner une certification Bandler, il faut soi-même avoir été formé, soi-même être formateur, soi-même suivre une formation continue constante, constante et constante et c'est que là qu'on peut. Après, il y a des écoles qui ont été assez malignes pour, en fait, falsifier les sceaux de la société de PNL de Richard Bandler, de la SNLP. Ils en faisaient des copies et puis ils mettaient ça sur leur certificat pour faire croire que leur école était homologuée par Bandler et c'était une des plus grandes écoles de PNL françaises et ça, il y a eu une action en justice par rapport à ça. OK. Elle n'existe plus cette école? Elle existe encore. Si, si, mais OK. ça a été mais là, maintenant ils le font plus ça. OK, très bien. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà refusé des candidatures, et pourquoi? Oui. Alors, il y a plusieurs critères en fait qui vont déterminer le rejet de candidature. Déjà, par exemple, du fait qu'il faut être bien dans ses baskets, une personne qui a des antécédents psychiatriques, déjà, non quoi, clairement pas. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est une question d'attitude. C'est-à-dire que lorsqu'une personne s'inscrit, la première des choses, c'est qu'on lui envoie un dossier de candidature où on pose des questions qui semblent anodines, mais qui ne le sont pas du tout, en fait. Et en fonction de la réponse, on peut lire un certain nombre de choses, notamment par rapport à l'intention de la personne.
Mettons qu'une personne vienne se former à la PNL parce qu'il est commercial et que ce qu'il veut, c'est réussir à mieux forcer la vente de ses produits. Clairement, c'est un refus catégorique et c'est un rapport envoyé, chez Bandler pour s'assurer que si cette personne essaye de s'inscrire dans une autre école, que ça va bloquer. Parce que là, clairement, au niveau de l'attitude, on n'y est pas du tout. Donc ça, c'est le genre de critères qui vont effectivement déclencher un rejet de la candidature. Après, il y a pas seulement ça, mais une personne peut commencer la formation. Dans nos formations, par exemple, sur un groupe de 15 personnes, il va y avoir 2 formateurs à plein temps et en gros 2 à 4 assistants qui sont là constamment. Et tous les assistants sont au minimum maîtres praticiens, mais souvent ils sont formateurs également. Et ça fait qu'en gros, il va y avoir presque un formateur ou assistant pour 2 à 3 élèves. Donc les élèves sont constamment observés, ils sont constamment évalués et si on voit à un moment donné que pour une personne, il commence à y avoir des trucs qui se passent qui sont pas comme il faut, eh ben, on peut directement agir et quelquefois ça arrive, on a déjà viré des personnes après 1, 2 ou 3 jours de formation parce qu'effectivement, bah, il a réussi à passer, dans Dans les à mailles à du filet. passer, je dirais, voilà, entre les mailles du filet et là, on fait très attention. Après, c'est sûr, quand on voit des formations quelquefois où ils ont des groupes de 50 personnes avec un seul formateur, c'est impossible de filtrer tout ça, impossible. Et bah, ça m'en vient. Est-ce qu'on peut retirer une certification à quelqu'un qui l'a déjà eu? Techniquement, c'est possible. Oui, si effectivement derrière il y a des choses, il y a la preuve comme quoi la personne a fait des choses qui sont répréhensibles, c'est la SNLP directement qui va en fait tout simplement, éliminer la personne de ses registres et puis, bah, demander à la personne de détruire son certificat puisque, voilà, et ça, c'est dit clairement dans les contrats de licence, c'est une question d'attitude. Donc, si quelqu'un manifeste une attitude qui va à l'encontre des valeurs de la PNL, eh bien, cette personne perd son droit de pratiquer et puis également d'avoir le certificat, en fait. Là, c'est une question vraiment personnelle. Dans ton parcours, est-ce que tu as déjà, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, que ça soit positif ou négatif? Alors, par rapport à la PNL, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'efficacité de l'approche, vraiment. Quand elle est bien faite et c'est toujours la même chose, efficacité quand elle est bien faite. Moi, j'avais suivi 5 formations complètes avant d'avoir fait la formation avec Bandler. À chaque fois après ces formations-là, j'avais une frustration de fou parce que je n'arrivais pas à utiliser les techniques convenablement. Ce que j'ai trouvé absolument dingue, moi, mais vraiment très positivement dingue, c'est que côté Richard Bandler, il est énormément dans la simplification. Lui, il est vraiment dans la même idée que Steve Jobs. Il dit: «La perfection, elle s'atteint quand on ne peut plus rien retrancher» et c'est fait que lorsque tu vas te former avec, Richard Bandler, en technique de PNL, il t'en apprend 4 ou 5. À l'inverse, la plupart des écoles rivalisent par le nombre de techniques qu'ils enseignent. J'ai déjà eu un formateur de PNL d'une école qui voulait faire la certification chez Bandler, qui se vantait en fait que lui enseignait 62 techniques de PNL. Mais Bandler, il éclatait de rire parce qu'il explique de la manière suivante, et c'est totalement logique, c'est que plus tu as de techniques, plus ça veut dire que tu as de cas particuliers. Plus tu as de cas particuliers, plus ça veut dire effectivement que tu maîtrises pas le processus, en fait. Mmh Plus il y a de techniques, moins tu maîtrises le processus parce que tu es obligé de répondre à plein de cas particuliers. Et Bandler, en fait, lui, à l'inverse, il va simplifier tout au maximum, vraiment règle Pareto, 80-20, les 20% de techniques qui font 80% du résultat. Et en fait, il va te faire pratiquer ces trucs-là, mais comme un fou, quoi, comme quelqu'un qui s'entraîne pour faire du karaté ou un art martial. Tu vas répéter la même chose des centaines et des centaines de fois, alors que si tu as 50 ou 60 techniques, bah, tu vas au mieux être moyen sur ces techniques-là. Donc voilà, moi, le truc le plus fou pour moi, c'est la simplification qu'il a réussi à faire et puis l'efficacité que ça génère derrière. Beaucoup de personnes, disent que c'est de l'escroquerie. On peut comprendre par rapport à toutes les raisons qu'on a citées. Heu, est-ce que tu as un mot à leur dire à ces personnes-là?
Bah, Faut moi, vraiment choisir son coach, il faut vraiment ouais, voir sa certification. Mais des fois, ouais, beaucoup de personnes disent je suis certifié tel ou je suis certifié tel alors qu'ils n'ont aucune certification. Est-ce bien qu'il sûr. faut qu'on demande des preuves? Comment ça se passe? Il y a énormément d'escroqueries, en fait. Énormément, énormément, parce que c'est vrai que c'est un métier dans lequel tu peux générer beaucoup d'argent. Moi, le premier contrat que j'ai signé avec une entreprise, c'était un contrat de 2 jours à 10 000 € quoi. Donc, c'est sûr que, l'appât de l'argent, il peut être très fort. Le truc, c'est qu'effectivement, comme tu le disais très bien, il faut choisir son coach. Il faut choisir vraiment la personne avec qui on travaille. C'est comme dans les formations, il faut choisir son formateur. On choisit pas une école, on choisit un formateur. Et moi, déjà dans les formations, quand j'avais une école où, voilà, par exemple, c'était une formation en PNL notamment, où le nom du formateur n'était pas indiqué, j'appelle l'école, je demande qui sera le formateur, on me dit: «Oh ben, on ne sait pas encore, ça va se décider sûrement la veille». Je me dis: «Bah, je peux pas m'inscrire moi, c'est c'est pas en fait un contenu théorique, je veux dire, je veux apprendre quelque chose de l'ordre de l'humain, je veux savoir qui est derrière tout ça en fait. Et je pense qu'au niveau du coaching, c'est exactement pareil. Il faut vraiment choisir son coach parce que justement, on est tous différents, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Moi, par exemple, qui suis un grand rationnel, je vais, je pense, apporter beaucoup plus à une personne qui n'est pas rationnelle, justement. À une personne qui est un peu plus esthète, un peu plus créatif, etc. C'est pour ça que moi, je travaille très, très bien avec, avec des chefs d'entreprise, notamment de grandes entreprises, parce que c'est des rêveurs, un peu à la Steve Jobs ou quoi, des personnes comme ça, qui sont en fait des gens qui ont une créativité absolument débordante et qui quelquefois manquent de structure. Et là, effectivement, je sais que dans ma manière de fonctionner, je vais pouvoir énormément leur apporter par rapport à ça. Parce que je saurais poser les bonnes questions. Je saurais exactement pointer sur les choses où ça bug et également, ben, j'aurais une meilleure visibilité, je dirais, sur les problématiques. Donc ouais, moi, je dis toujours aux gens, il faut au moins se fixer 1 à 2 séances. Au bout d'1 à 2 séances, il faut faire un bilan personnel et se demander: «Est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas?» Et surtout pas hésiter à dire: «OK, je pars». Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, j'en viens à mon autre question qui est importante et qui se produit très souvent. C'est on confond souvent la PNL et le développement personnel. Ouais. Soit on les associe ou soit on les confond. Et du coup, c'est vrai que ça nous perd. Pourquoi on confond alors que c'est deux, moi, pour moi, qui ai étudié les deux, c'est deux choses complètement différentes. Ça n'a rien à Ouais. voir. C'est 2 choses totalement différentes. Alors, c'est sûr que quand tu appliques la PNL dans ta vie, ça va automatiquement avoir des effets de développement personnel. Ça, c'est normal. Oui. Mais à l'inverse, on ne peut pas dire que le développement personnel, c'est de la PNL. Donc, il y a vraiment une différence qui est nette, puisque si tu regardes vraiment l'objectif initial de la PNL, c'est observer un comportement à succès et le reproduire sur soi ou chez quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait. Donc, on n'est vraiment pas à la base sur du développement personnel, thérapie ou ce genre de choses. À la base, non. Mais c'est sûr que si maintenant, toi, tu es quelqu'un de particulièrement négativiste et que tu commences, au travers de la PNL, à aller décortiquer la stratégie de quelqu'un d'extrêmement positif et d'appliquer ce truc-là sur toi, de toute évidence, il y aura un effet de développement personnel. Mais ce n'est pas l'objectif en soi. D'accord? Voilà, faut bien comprendre la différence. C'est un effet secondaire, le développement personnel, en réalité. Effectivement, moi en tout cas, voilà, je pose cette question parce que c'est vrai que même sur mes réseaux, je vois que beaucoup de personnes confondent les deux et, Ouais, que pour moi, c'est deux choses qu'il faut dissocier, qu'il faut ouais, séparer totalement et d'accord. c'était important de le dire. Beaucoup de détracteurs disent que la PNL, c'est de la manipulation. Alors, de toute façon, toute approche qui vise à aider quelqu'un, c'est de la manipulation. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, tu vas chez ton ostéopathe, il va te manipuler. Tu vas en fait chez même un psychologue. Le psychologue, en fait, quand il te fait parler, il t'oriente dans une direction, d'accord? Et manipuler, c'est orienter une personne dans sa direction. Maintenant, moi, ce que je fais comme différence, c'est, je différencie 2 mots: influence et manipulation. Pour moi, c'est pas pareil.
Dans ma conception, la manipulation, c'est induire quelque chose chez l'autre que lui n'a pas souhaité, ou plutôt quelque chose qui va plutôt répondre à mes besoins et mes envies. L'influence, par contre, c'est quelque chose effectivement qu'on va mettre en place, quelque chose de sain, où il y a un accord préalable. En gros, la personne me dit, voilà, j'ai un problème, je suis en train de faire couler ma boîte, je ne sais pas comment m'y prendre, aide-moi. À partir de là, il me donne l'autorisation de l'influencer. Il me donne l'autorisation de l'aider à prendre la bonne direction. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est l'accord. Le problème, pourquoi justement on voit de la manipulation dans la PNL? Parce que les gens, souvent, qui rentrent dans ces approches, c'est en tant que praticien, en tant que coach, c'est souvent des personnes qui elles-mêmes ont des problèmes, d'accord? Elles-mêmes ont des problèmes. Résultat, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, eux, c'est des personnes qui sont blessées, qui veulent aider des personnes blessées. Et le résultat, c'est quoi? C'est cet effet ambulance. Quand tu vois un coach qui est en mode ambulance, l'ambulance, c'est quoi? C'est donner des conseils. Le gars, il vient, il te dit, ah ben voilà, j'ai tel problème. Et là, le coach, ah ben écoute, moi à ta place, je ferai ça. Il faut que tu fasses ça. Ça, c'est faire une ambulance. Et là, effectivement, c'est de la manipulation. Et c'est hyper dangereux. Parce que la personne, elle est dans un état de faiblesse et toi, tu viens, tu lui donnes des conseils alors que tu n'es pas du tout dans sa peau, tu ne sais pas du tout ce qui serait bien pour elle, mais non, mais toi, tu sais. Voilà. Et là, ça devient dangereux et là, ça devient de la manipulation qui va être dangereuse. À partir du moment où tu restes à ta place, où tu fais juste ton job de poser juste des questions, là, il n'y a aucun risque que tu ne manipules la personne pour la faire aller dans une autre direction ou dans un truc où elle ne voudrait pas aller. Parce que simplement, elle va répondre elle-même à ses propres questions et c'est elle-même qui va décider est-ce que j'y vais ou pas. D'ailleurs, franchement, c'était ma prochaine question. C'est la PNL mal utilisée. Est-ce que ça peut être dangereux pour la personne coachée? Et ça, c'est une des choses. Et de combien de manières ça peut être dangereuse pour elle? Est-ce que c'est juste l'influence que la personne aura sur elle ou la manipulation que la personne aura sur elle? Ou bien il y a d'autres critères qui rentrent en jeu? Alors, la PNL en soi, elle est neutre. La PNL en soi, c'est quelque chose d'aussi neutre qu'un couteau. Un couteau, on ne peut pas dire en soi que c'est dangereux. C'est dangereux en fonction de comment tu l'utilises. Et avec la PNL, effectivement, par exemple, tu peux enlever des croyances limitantes, mais tu peux également enlever des croyances positives. Imagine un petit peu que moi, en tant que coach, en tant que mauvais coach, je suis quelqu'un qui généralement voit le verre plutôt à moitié vide. Ça arrive, il y en a plein des comme ça. Si j'ai un client qui vient me voir et lui, il voit le verre tout le temps le verre à moitié plein, il voit tout le temps le côté positif, moi, si je suis mauvais coach, je vais avoir tendance à lui dire, bon, ouais, faut arrêter d'être superficiel comme ça. Faut quand même se rendre compte que dans la vie, tout n'est pas rose, quoi, d'accord? Faut quand même se rendre compte que la vie, elle n'est pas juste bleue, etc. Bah, là, effectivement, je vais utiliser des techniques d'influence qui vont être néfastes et négatives pour la personne. Et en ça peut être dangereux. Maintenant, Heu, moi, ce que je fais au-delà du fait d'être tout le temps aux aguets par rapport justement à tout ce qui est conseil, c'est que vraiment j'apprends aux personnes à utiliser les techniques. Dire, je leur explique, voilà, si on travaille une croyance, j'explique d'abord à la personne, voilà, ça c'est une croyance qui aujourd'hui est limitante pour toi, je t'explique comment on va faire pour la dégager et on le fait ensuite. Ça veut dire que déjà la personne, elle a conscience du processus, c'est-à-dire elle se rend compte de ce qu'on est en train de faire et ça fait qu'elle peut le faire avec beaucoup plus de confiance. Et là, automatiquement, si à un moment donné, elle commence à utiliser l'outil, elle va pouvoir l'utiliser elle-même. Elle va pouvoir se rendre compte et vraiment chercher à faire que les choses pour son bien. Alors que beaucoup, en fait, font de tout ça un mystère. Il y en a qui présentent la PNL comme quelque chose de compliqué. C'est compliqué, je ne peux pas t'expliquer, tu vois. On va faire le truc, n'essaye pas de comprendre, c'est trop compliqué. Et là, c'est là que le problème il vient. C'est là vraiment qu'il commence à y avoir ce côté pourri, je dirais, vraiment pourri, manipulatoire, où effectivement, tu prends le contrôle de la personne. Il faut que la personne, en sortant de la séance, elle se dise, OK, j'ai compris ce qu'on a fait. J'ai compris, je sais ce qu'on a fait et j'ai compris les étapes du processus. Et à partir de là, c'est tout bon.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je me rappelle mes premiers coachings en PNL. Voilà, j'étais parti voir un coach. Et moi, je suis quelqu'un de combattant. J'aime bien les combats dans ma vie et c'est ce qui me fait exceller dans ce que je fais. Et lui, il me disait, il me donnait son avis. Pourtant, il était coach en PNL et pas en développement personnel. Il me donnait son avis en me disant, non, il faut que tu arrêtes ce truc de combat et tout ça. Et c'est vrai que pendant un moment, j'y ai cru. Et du coup, bah, je savais plus comment avancer, quel outil utiliser, etc. Et c'est vrai qu'après, j'ai retravaillé sur ça. Moi-même, j'ai passé mes diplômes en PNL et c'est là où j'ai compris qu'en fait, non, le combat, c'est mon truc. C'est mon truc et Mmh. c'est pour ça que je le fais. Hum, j'ai une question là qui vient, c'est que pour moi, quand on va coacher une personne, on lui pose d'abord des questions pour savoir si on est apte à coacher la personne ou à pas coacher la personne. Ça, c'est mon avis. Moi, je te Mmh. pose la question parce qu'aujourd'hui, il y a des coachs qui fixent des prix directement sans même savoir s'ils peuvent coacher la personne ou pas. Et pour eux, tant que la personne paye, elle peut la coacher. Est-ce Mmh. qu'un maître PNL peut coacher tout le monde? Alors, tu peux apporter quelque chose à tout le monde. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que finalement le rapport entre ce que tu donnes à la personne et le montant qu'elle va payer, est-ce qu'il est positif pour la personne? Parce que oui, il y a certaines personnes, ça va mettre du temps. Souvent, il y en a qui parlent de personnes non coachables. Tu sais, des personnes qui vraiment sont figées dans leur état d'esprit, dans leur mindset, qui veulent pas bouger. Et effectivement, certains coachs peuvent être tentés de se dire: «Bon, ben voilà, je continue, je vais faire 15, 20, 30 séances et puis je vais faire avec». Je pense que la meilleure attitude à ce moment-là, c'est de dire à la personne: «Écoute, ce que je vois, c'est qu'on n'avance pas suffisamment vite. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête pour l'instant et au moment où tu sens que vraiment tu as envie de donner un coup d'accélérateur, tu reviens me voir». Et là, effectivement, déjà, ça va avoir un effet motivant parce que le problème, c'est que si on continue avec une personne où les choses ne bougent pas vite, il y a ce qu'on appelle en PNL un effet d'ancrage. C'est-à-dire que la personne, elle va s'habituer au fait que ça ne bouge pas vite. Résultat, ça devient un super client qui va rapporter des revenus à long terme. Mais par contre, il ne va pas avancer dans son travail. Et là, effectivement, ça pose un pur problème. Pour ça, dans le coaching, en tout cas dans la version Richard Bandler, c'est quelquefois assez rentre dedans. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas hésiter quelquefois à dire à une personne: «Écoute, voilà, ça bouge pas, vis ton truc négatif comme tu es en train de le vivre jusqu'à maintenant, profite, vis ton truc et au moment où tu voudras vraiment changer, tu reviens me voir». Et là, ça fait que au début, la personne, elle est un peu choquée, mais la fois suivante, quand elle vient, là, ça dépote. Là, vraiment, ouais, elle lâche tout, quoi. Donc, voilà, je pense que le coach, il doit surtout pas commencer à caresser la personne dans le sens du poil. Ça, c'est un bon truc pour se faire de la clientèle à long terme, mais c'est pas un bon truc pour que ce soit efficace et que ça aille vite. J'ai une autre question qui est importante. Les rendez-vous téléphoniques, les coachings Mmh. téléphoniques, Ouais. arnaque ou astuce? Ah, pour moi, c'est astuce. Pour moi, c'est astuce et je vais te donner, alors c'est important au début d'avoir au moins une rencontre, en personne. Parce que le problème, tu vois, c'est que quand tu utilises la PNL dans le coaching, tu te sers énormément de ce qu'on appelle la calibration. La calibration, c'est observer. Le truc, c'est que lorsque tu as une personne face à toi, déjà, il y a plusieurs choses. Il faut que tu calibres le visuel, il faut que tu calibres l'auditif, il faut que tu calibres également les mouvements du corps. En plus de ça, souvent, tu es en train de prendre tes notes, donc tu es complètement tu perds à force d'avoir trop d'informations et trop de signaux qui t'arrivent, en fait, tu passes à côté de toute l'information importante. Ce qui est intéressant au début, justement, c'est de calibrer la personne, c'est de voir un petit peu comment est son mode de fonctionnement général et ensuite, en fait, de se faciliter la vie. Alors moi, j'ai dû faire ça parce qu'après le burn-out, effectivement, j'ai été un petit peu amenuisé par rapport à ce que je pouvais faire, et le fait de me focaliser vraiment, par exemple, sur l'auditif, eh bien, ça me permet de récupérer au bas mot 2 à 3 fois plus d'infos qu'une personne qui va regarder tous les sens, en fait. Donc ça après c'est un truc qui peut vraiment, vraiment apporter, mais il faut être bon dans la calibration. Il faut être vraiment bon là-dedans et c'est pour ça qu'en formation PNL, côté Bandler,
on travaille énormément la calibration. Vraiment d'être sensible à tout ce qui se passe au niveau des sens et après, bah, effectivement, il y a le téléphonique, avec juste l'audio, mais le plus intéressant, le plus simple aussi, c'est de le faire, par exemple, par Skype et là, tu as le visuel, tu as le kinesthésique parce que tu vois la personne et tu as l'auditif. Mais l'intérêt, en fait, c'est que, ça facilite, en fait, le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je donne des coachings à des personnes qui sont au Mexique, je donne des coachings à des personnes aux États-Unis, en Singapour, Australie. Je pourrais pas le faire autrement, en fait. Et et dans certains cas, quand il y a vraiment un challenge important pour la personne, ce que je lui propose, c'est justement d'enregistrer la session. Comme ça, lorsque j'ai des périodes de doute, lorsqu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe où je me dis: «Ah, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc, je suis pas sûr», ça me permet après de revoir la séquence, de revoir exactement ce qui s'est passé, de décortiquer le truc. Et ça, souvent, ça a apporté beaucoup, en fait. Ça a été souvent très très intéressant et très pratique parce que si on croit vraiment, si on est aussi naïf pour croire qu'on peut absolument capter toute l'information en live en étant face à la personne, déjà, je pense qu'il y a un problème d'ego, déjà, clairement, pour le coach et voilà, c'est techniquement, pour moi, c'est pas possible de tout capter, quoi. À quel moment je décide d'aller voir un coach? Bah, ça dépend, ça dépend. Si tu regardes, par exemple, Bill Gates dans sa dernière conférence TED, une des dernières, la première phrase de sa conférence TED, ça a été: «Tout le monde a besoin d'un coach». Autre truc, interview de Eric Schmidt, qui était un des fondateurs de Google. Il disait: «Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie, ça a été de prendre un coach». Il dit: «Au début, je me suis dit: "Mais c'est quoi cette idée complètement con? Je dirige une des plus grosses boîtes au monde, une des plus à succès. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter que moi je ne sais pas faire?" Et il dit: «Ça a été le meilleur conseil de sa vie parce qu'on lui a posé les bonnes questions». On lui a permis de se remettre en question. Donc je dirais à la base, tout le monde peut profiter d'un coach, vraiment, mais d'un bon coach, heu, parce qu'on n'est jamais au sommet de tout ce qu'on peut faire. On n'est jamais au sommet et après ça dépend simplement de l'objectif de vie. Si je suis totalement satisfait de ce que je fais jusqu'à maintenant, bah, il y a pas de raison. Mais si j'ai envie d'en faire plus, si j'ai envie d'aller plus loin, bah, là oui, ça peut être très intéressant. En France, on a des bons coachs parce qu'on parle souvent des coachs américains, voilà, des personnes qu'on entend le plus souvent, comme Anthony Robbins, comme plein d'autres. Et en France, il n'y en a pas énormément qui se détachent. Mais pas tant que ça. On a Bah, l'impression que là-bas, ils sont plus performants, ou bien ils font plus le show, ou bien, en tout cas, tu entends plus parler des Américains que mmh. des coachs français. Mais je pense que c'est très culturel en fait, hein, quand tu regardes même au niveau du système éducatif, ou des mentalités. Par exemple, tu vois, aux États-Unis, si tu plantes une entreprise, tu l'affiches fièrement sur ton CV. Parce que là-bas, effectivement, si tu as planté une entreprise, la première question qu'un recruteur va te poser, c'est, «Qu'est-ce que tu as appris?» Mm, mm, mm. En francophonie, l'échec est vu comme une condamnation à mort. Si tu as planté une entreprise, en gros, tu es qu'un con et rien de plus qu'un con. C'est comme ça que tu es vu en France, en tout cas. Donc je pense qu'il y a des mentalités très, très différentes. La mentalité américaine est énormément dans l'entreprise, dans le fait de faire, dans le fait de passer à l'action. Quand tu regardes, après, par rapport aux statistiques mondiales, la France, on est quand même enfin, la France est un pays de personnes défaitistes, quoi. Défaitistes, malheureuses. Quand tu regardes les stats, c'est assez impressionnant. Donc, de toute évidence, il y a beaucoup de choses que nous, on a à retirer des modèles un peu américains. Après le show, ça c'est, voilà, ça c'est un truc que moi personnellement j'aime pas, pour la simple raison que ça génère des émotions artificielles et que c'est génial, tu vas à ce show, tu es génial, tu sautes dans tous les sens, tu danses et cetera. Tu es à fond, tu as des bonnes hormones qui sont là, mais le jour où tu te retrouves de nouveau dans ton contexte avec tes problèmes, ben, tu es plus en train de sauter quoi, tu vois? Là, Et là, il faut et
Non, Ouais. juste d'ailleurs, par rapport à ça, c'est vrai que je voulais intervenir, je voulais te poser cette question qui est très importante pour moi. C'est que c'est vrai que j'ai eu des retours sur des personnes qui me disent, OK, ce coach-là, il a du charisme, il a une manière de parler, il nous épate quand il parle. Mm. Par contre, en termes de contenu, en termes de ce qu'il donne, il n'y a rien. Et il y a Ouais. d'autres personnes qui ont beaucoup moins de charisme, qui sont beaucoup moins extravagants ou quoi que ce soit, mais qui ont énormément de savoir. Comment faire ces différences? Comment se refaire avec ces deux cas-là? Parce qu'on ne sait pas, nous, on voit une personne qui a du charisme, on dit, ouais, bah, c'est cette personne qui va me Mm. coacher. Est-ce qu'il faut privilégier les certifications qu'il a ou l'expérience qu'il a ou bien le contenu qu'il a? Alors, pour moi, déjà, clairement, le charisme, c'est absolument pas un critère de choix. Mm. Parce que souvent, le charisme est là pour compenser justement des lacunes dans la compétence. Pourquoi? Parce que finalement, ça joue sur un biais cognitif du cerveau, c'est-à-dire sur un bug de notre cerveau qui est le biais cognitif de l'autorité. Si tu arrives à te faire passer pour quelqu'un de charismatique et d'autoritaire, automatiquement, tu vas avoir un impact plus fort. Mais le problème, c'est que c'est un impact qui fonctionne pendant que tu es en contact avec la personne. Résultat, pendant que la personne est en session avec moi, par exemple, si moi je suis charismatique, eh ben, la personne se sent super bien. Et une semaine plus tard, elle se dit: «Ah purée, il faut absolument que je le revoie, quoi. Purée, j'étais tellement boosté la dernière fois, il faut que je le revoie» et on crée une relation de dépendance et tu as des événements comme ça assez charismatiques dans le domaine du développement personnel et du coaching, des événements en fait qui sont annuels où les gens, ils rivalisent de dire: «Ah moi j'ai fait 13 fois cet événement, moi je l'ai fait 15 fois» et tu te dis: «Mais putain, si tu dois le faire 15 fois, c'est que tu apprends pas vite ou c'est qu'il y a un problème, c'est pas possible, quoi». Et vraiment pour moi, ça, c'est pas un critère. Après, les certifications, je dirais, les certifications académiques, pour moi, c'est pas non plus un critère. Pourquoi? Je vais te donner un exemple tout simple. Il y a plein de possibilités en France, par exemple, de déclarer une formation justement en RNCP, qui est le Registre national de certification professionnelle, où il y a un cahier des charges très complet, où il faut qu'il y ait vraiment un bagage théorique énorme. Prends deux cas de figure. Un gars qui découvre la PNL, qui va suivre une école qui est dans ces cases-là, qui va elle-même créer son école, qui va respecter à des critères administratifs stricts et qui, au bout de 2 ans, donc, est reconnu, etc., tout nickel. La personne n'a absolument aucune expérience, aucun bagage et aucune, je dirais, compétence opérationnelle. À côté de ça, tu as par exemple Bandler, où lui, clairement, ne veut pas rentrer dans ces cases. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est de l'attitude, c'est de la transformation vraiment personnelle. Donc, ça peut pas être curriculumisé, en fait, tu vois? Ça peut pas être théorisé sous la forme d'un manuel de 400 pages qui va te dire quoi faire et comment faire. Non, il faut devenir ce truc-là. Donc lui, clairement, il dit toutes ces certifications, tous ces trucs-là, il veut même pas en entendre parler. Donc maintenant, la question, entre un qui est certifié et complètement, on va dire, d'équerre administrativement parlant, et puis Bandler, lequel va être le meilleur? Ben, moi, la réponse, c'est tout simplement de se dire comment savoir qui est le meilleur, c'est ceux vers qui les plus grands se tournent. Et maintenant, je te dirais, tu vois, quand tu as la CIA, le FBI ou quoi qui ont un problème, est-ce qu'ils vont vers ces écoles-là, vers ces petites écoles, ou est-ce qu'ils vont vers Bandler? Non, ils vont tous vers Bandler. Quand il y a des personnes qui ont vraiment, ben voilà, chef d'État ou autre, vers qui ils vont? Est-ce qu'ils vont vers tel ou tel coach qui a tel certificat affiché sur son mur? Non, ils vont chez Bandler. Donc, et je le vois aujourd'hui, en fait, c'est que maintenant, j'ai la chance de travailler un peu dans le monde entier. Je travaille avec des politiques, je travaille avec bah, des ministres notamment, je travaille avec un chef d'État, je travaille avec des PDG de multinationales et j'ai jamais fait la moindre pub. Il n'y a pas besoin de ça parce que finalement, à partir du moment où tu apportes ce dont les gens ont besoin, bah, ils parlent de toi autour d'eux, tout simplement. Et pour moi, c'est ça le gage, je dirais, de qualité. Moi, quand j'ai besoin d'un coach, je vais aller simplement regarder, heu,
quels sont ses résultats concrets, quoi? Qu'est-ce que vraiment il a pu apporter aux gens? Pas ce qu'il dit qu'il apporte aux gens, mais vraiment ce que les gens me disent. Donc je vais aller voir un entrepreneur peut-être qui a les mêmes problématiques que moi, je vais lui dire: «OK, est-ce que tu es coaché?» «Oui». «Qu'est-ce qu'il t'a apporté?» «Ben voilà, il m'a apporté ça, ça, ça et ça» et je regarde. Si ça me convient, je tente le coup. Si ça me convient pas, je passe mon chemin, je vais ailleurs. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. Que je reprends, c'était même pas prévu dans mes questions, mais c'est vrai que c'est un truc que je vois très souvent. C'est des personnes qui sont dépendants de ces événements. Ouais, Moi, je les appelle des consommateurs de formation. ouais. Ils consomment ils font toutes les formations. Ils ont un savoir de malade, mais en réalité, ils ne font rien. Ils n'appliquent pas. Comment ça se fait qu'ils n'appliquent pas alors qu'ils ont fait les plus grandes formations, qui ont fait voilà, ils ont vu les meilleurs coachs, mais ils n'appliquent pas. Moi, je le comprends totalement parce que moi, j'étais en fait, infobèse, tu vois? C'est-à-dire vraiment je me formais énormément. J'ai un peu plus de 250-260 certifications maintenant et j'avais ce vrai problème où je me formais et puis dès que je finissais une formation, avant même d'avoir appliqué, je passais à autre chose. Résultat, rien n'était intégré. Quand je reprends des manuels de formation que j'ai suivis il y a 5 ou 6 ans, il y a des moments, j'ai l'impression de tomber des nues quand je me dis: «Mince, j'ai appris ces trucs-là, moi?» Et maintenant, en fait, ça a été, un moment décisif, je pense, de prise de conscience où là, maintenant, ce que je dis aux gens, notamment qui viennent se former en PNL, une fois qu'ils ont fini le maître praticien, je dis: «Fixe-toi un objectif de rentabiliser ta formation dans les 6 mois qui viennent et tant que tu l'as pas rentabilisé, tu fais pas autre chose». Il dit: «L'avantage, c'est que si tu fais ça, déjà de une, tu vas te rendre compte que tu es capable de rentabiliser ta formation. De 2, tu vas te rendre compte que tu peux te permettre de faire de la formation continue. Si à chaque fois que tu fais une formation, tu te dis: "J'ai 6 mois pour la rentabiliser" et tu te rends compte très vite qu'il y a certaines formations, tu les suis et en 6 mois, tu n'arrives pas à les rentabiliser. Tu n'arrives rien à en faire. Tu n'arrives pas à te servir de cette connaissance pour apporter une plus-value aux autres et là, tu commences à filtrer. Là, tu dis: «Ah ouais, peut-être qu'effectivement, cette formation, elle n'était pas utile. Peut-être que ça, c'était pas utile» et si j'avais eu cette réflexion avant, sur les presque un peu plus de 500 000 € que j'ai dépensés en formation, c'était pas des petites formations de rien que j'ai prises, hein. Sur les quelques 500 000 € que j'ai dépensés, je pense qu'il y en a que peut-être 150 000 que j'aurais vraiment effectivement dépensé. Tout le reste, j'aurais laissé tomber et voilà, bah, après ça te donne des filtres très différents. Moi, c'est vrai que tout ce que j'ai toujours gagné, je l'ai sans arrêt réinvesti en formation. C'est pour ça que pendant 2 ans, ça faisait sourire beaucoup parce que je donnais beaucoup de formations, je faisais beaucoup de choses, mais pendant 2 ans, j'étais littéralement SDF, quoi. Je n'avais pas de logement. J'habitais chez des potes sur un canapé parce que j'avais même pas les moyens de me payer un logement, parce que tout partait dans les formations et ça, en fait, après ça devient presque maladif. C'est-à-dire que, c'est comme une addiction, en fait. Et moi, je suis reconnaissant d'avoir vécu ce truc-là pendant un moment, parce que comme aujourd'hui, c'est un des gros problèmes que les gens rencontrent, là, aujourd'hui, j'ai pas de problème à leur donner un bon coup de pied au derrière et leur dire: «Bah, voilà, rentabilise ton truc. Interdis-toi de faire quoi que ce soit d'autre tant que tu l'as pas rentabilisé» et là, en fait, là, vraiment, il y a une intégration. Parce que pour rentabiliser, il faut utiliser et pour utiliser, eh ben, tout simplement, il faut mettre en route tout ce qu'on a appris. Ok, je vais venir à la dernière question. Si tu as un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans le coaching, c'est quoi le conseil le plus important? Pour moi, le conseil le plus important, c'est déjà enfin, il y en a 2 en fait. Le premier, c'est vraiment de chercher un formateur qui répond à ce que je veux, en fait. Pas chercher une école. Le truc, une école, c'est complètement aberrant quand on dit: «Je me suis formé dans telle école». Pourquoi? Parce qu'une école, si elle a un curricul un cursus, on va dire, qui est édicté par elle-même et que les formateurs sont juste des espèces de machines qui répètent le truc, qui lisent le contenu et qui transmettent comme ça a aucune valeur. D'ailleurs, chez Bandler, pour te donner un ordre d'idée, tu peux pas faire homologuer un établissement. Par exemple, moi, ma structure, mon école, elle est absolument pas reconnue par Bandler. C'est les formateurs à titre individuel qui sont reconnus.
C'est Michel Wozniak qui est reconnu formateur, Nathalie Demarçay, Dorine Krieg, Sarah Hugues. C'est pas un institut. Et c'est ça, en fait, je pense, une des grosses erreurs qui a été faite par les fédérations de PNL et de coaching, c'est que toutes ces fédérations qui se sont créées homologuent des écoles. Et c'est un non-sens absolu, parce que ce n'est pas l'école qui transmet, c'est la personne. Et je pense que avoir ce filtre-là en tête, déjà, c'est important. Deuxièmement, autre conseil, ça serait vraiment, et je le dis, bon, je suis un peu mal positionné pour le dire, mais d'aller au maximum à la source. Je dis ça parce que je suis pas le seul formateur en PNL, hein, donc c'est pas juste pour dire: «Venez chez moi», c'est absolument pas ça. Il y en Donc, a tu fais plein partie des des plus formateurs grands. dans pardon? Tu fais partie des plus grands. Bah, après, ça, c'est le résultat aussi d'années de travail, c'est ça. Mais je veux dire, si tu as le choix entre aller directement à la source dans n'importe quelle approche, hein, c'est vrai en PNL, c'est vrai dans ce qu'on appelle la process com, dans tout. Si tu as la possibilité d'aller à la source, vas-y, quoi. Vas-y, parce que tu as pas toutes les pollutions de trucs, voilà, qui sont rajoutés à côté. Par exemple, beaucoup sont étonnés que dans la PNL Bandler, il n'y a pas de technicien en PNL. Mais quand tu demandes ça à Bandler, Bandler, il explose de rire. Il dit: «Mais technicien en PNL, c'est un non-sens parce que la PNL, c'est tout sauf des techniques. C'est une attitude. Donc c'est un non-sens de mettre un C'est technicien vrai en que PNL». comme moi, quand j'ai fait ma formation de praticien, j'étais obligé, par rapport à l'école où j'étais Ouais, obligé de passer le technicien avant de faire le praticien. Et ouais, les voilà. deux avaient un prix différent. Ouais. Mais finalement, c'est vrai que le technicien, j'ai pas appris grand-chose comparé au praticien. Bah, le truc, c'est qu'après, c'est des manières de faire pour augmenter les cursus et puis en gros, pour extorquer plus d'argent aux personnes. Faut pas se voiler la face. Maintenant, moi, je le dis aujourd'hui, ouvertement et énergiquement parce que c'est vraiment, je veux dire, quand Richard Bandler nous a expliqué ça, ça m'a paru mais tellement évident, surtout quand tu as suivi le cursus. Une fois que tu as suivi le cursus de PNL Bandler, si tu imagines donner une formation et tu penses à donner ce qu'on appellerait un technicien en PNL, tu dis: «C'est un non-sens, ça bug dans la tête là, ça bug». Tu dis: «Je dirais quoi là-dedans?» C'est un non-sens, c'est un pur non-sens. Mais Donc après est-ce ça que, ré ça ré par mmh? exemple, moi, j'arrive, j'ai rien, j'ai aucune certification. Est-ce que je peux passer directement à la formation maître PNL? Non, 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 c'est le praticien. En fait, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le praticien est vraiment là pour t'apprendre les techniques à utiliser sur toi-même. Ce qu'on recommande dans les formations Bandler, c'est qu'une fois que tu as suivi le praticien, tu utilises les techniques à fond sur toi pendant, allez, peut-être 3 à 6 mois, voire plus. On recommande 6 mois et une fois que tu as fait ça, une fois que tu maîtrises les techniques, une fois que tu les as vraiment bien utilisées sur toi, là, tu vas faire le maître praticien qui va te donner la maîtrise de l'approche et surtout la capacité à l'utiliser avec les autres. Donc vraiment, le praticien, c'est avant tout nettoyer devant sa propre maison et après seulement tu peux prétendre dire aux autres comment nettoyer chez eux. C'est une très bonne chose parce que beaucoup de personnes, je trouve que dans le coaching, les personnes, par exemple, qui sortent de dépression, qui sortent à peine ou qui sont pas totalement guéries de leur peine et se disent, bah, vu que je sors à peine la tête de l'eau, bah, je vais me lancer dans le coaching dans ce Ouais, domaine-là. Par exemple, voilà, je vais me lancer, je serai spécialiste dans les dépressions, alors que la personne vient de sortir en dépression. Et c'est vrai que ce que ouais. je conseille moi à tout le monde, et voilà, je le dis, c'est que d'abord se soigner soi-même avant de vouloir soigner les autres. Ouais, ou tu as les personnes aussi qui ont foiré tout leur couple, mais qui sont spécialisées justement dans la relation, quoi. C'est énorme. On a eu un cas fantastique, hein, d'un formateur d'une grande école de PNL qui voulait se former directement chez Bandler. Il était formateur donc en PNL et formateur en CNV, en communication non violente. Il s'est fait virer au bout de quelques jours pour agressivité vis-à-vis de la responsable pédagogique. Communication non violente, là, tu te dis: «C'est bon, quoi, il a tout compris, quoi». Ouais, non, Voilà, c'est des trucs qui arrivent et ça nous fait assez sourire et c'est vrai que quelquefois quand on a des responsables d'école qui viennent, on a tout le temps des surprises, quoi. Mais tout le temps, tout le temps. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce Bah, que le tu as un dernier dernier mot, mot? c'est avant tout, faites-vous du bien à vous, quoi.
Parce que c'est bien ces idées de sauver l'humanité, voilà, d'aider son prochain, c'est très, très bien. Mais si toi-même tu es pas bien dans tes baskets, tu deviens dangereux, en fait. Donc vraiment, fais-toi du bien, sens-toi bien et une fois que tu sais te sentir bien sans raison, à partir de là, tu as de quoi apporter aux autres. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on peut savoir où on peut retrouver tes formations? Alors, bah, toutes les formations, elles sont disponibles sur mon site internet, c'est www.michelvozniak.com. Donc il y a toutes les formations de moi, mais également donc de toutes les personnes qui m'accompagnent. Il y a notamment aujourd'hui, bah, Nathalie de Marsay qui est au Mexique, mais qui vient donner les formations également en Suisse. On a Sarah Hugues, on a Dorine Krieg, on a toutes des personnes qui vraiment, se sont formées, au plus haut niveau avec Richard Bandler. Après, il y a des partenariats aussi, donc je liste aussi les formations des partenaires qu'on a vraiment sélectionnés pour la qualité, pas seulement de la formation, mais la qualité du formateur en tant qu'être humain. Parce que pour moi, c'est ça qui va être le noyau principal. Si tu as une personne vraiment qui porte, qui vit ce qu'elle transmet, ça va marcher. Si c'est juste un théoricien qui te lit son truc, bah, achète-toi plutôt un bouquin, quoi, ça va être plus simple. Vous faites que de la PNL dans cette école? Ou, Alors, on fait PNL, tout ce qui est PNL et Busan, d'accord? Donc tout ce qui est PNL, voilà, donc c'est le praticien, le maître praticien et le coach PNL. Et également, après, tout ce qui va être dans les techniques Busan, c'est les techniques de mémorisation, le mind mapping, les cartes mentales, la lecture rapide. Et puis derrière, également, il y a toutes les approches dérivées, on va dire, qui sont en train de se monter, notamment avec les connexions avec l'intelligence artificielle. Là, je suis en contact avec beaucoup de startups qui travaillent justement dans le milieu de l'intelligence artificielle, où on est en train de créer de nouveau des ponts entre le fonctionnement du cerveau humain via la PNL et puis l'intelligence, ce qu'on peut apprendre de l'intelligence artificielle. En gros, on regarde comment on peut améliorer encore les processus de PNL sur la base de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui de l'intelligence artificielle. ça, c'est magnifique, ça, mais ça sera sous forme de formation? Ça sera sous quelle Ouais, forme? ça sera sous forme de formation et puis mais d'abord, en fait, il y a tout un pan de recherche là-dessus. Il y a tout un pan de travail, parce qu'on ne peut pas transmettre un truc qui n'a pas été vécu et expérimenté. Donc ça, maintenant, c'est une de mes options principales. C'est vraiment travailler ces aspects-là, intelligence artificielle, ingénierie aussi. Parce qu'aujourd'hui, je pense une des grandes populations qui souffrent beaucoup au travail, c'est les ingénieurs. C'est les personnes qui, en fait, de qui on demande de plus en plus et qui ont de moins en moins la capacité à gérer la proportion de boulot qu'on leur demande, en fait. Donc ça aussi, c'est tout un domaine sur l'ingénierie où on commence vraiment à se spécialiser. Pourquoi? Parce que, bah, voilà, c'est un milieu que j'ai côtoyé pendant plus de 15 ans et voilà, je l'ai vécu vraiment de l'intérieur sur des très gros projets mondiaux, des projets intercontinentaux donc voilà. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent être apportées aux ingénieurs, aux chefs d'entreprise et tout ça, on va chercher vraiment à le développer au maximum. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir accepté l'interview. C'était pas une interview si facile parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et merci d'avoir accepté. Eh ben, merci à toi Rachid. En tout cas, ça fait déjà un petit moment que j'ai entendu parler de toi. Ça m'a vraiment touché quand tu m'as contacté, donc vraiment merci. Bah, à très vite. À très vite.